C'est tout, le 13 décembre 2025, 4e année, jour 293 de l'invasion totale. Bienvenue à tous. Pour le rapport de situation quotidien. Le rapport d'aujourd'hui évoque le renforcement de la défense dans les pays baltes, de nouveaux détails sur la contre-offensive ukrainienne près de Kupiansk et la situation réelle en ville. Des récits contradictoires de l'autre côté, des combats persistants dans la région de Menorad, ainsi qu'une série remarquable de déraillements de trains dans l'arrière-pays russe. Et bien sûr, beaucoup d'autres encore. YouTube m'a d'ailleurs autorisé à répondre à vos commentaires par des messages vocaux. Alors ne soyez pas surpris si je laisse un message vocal sous votre commentaire, au lieu d'un long commentaire écrit. Personnellement, je trouve cette nouvelle fonctionnalité vraiment cool, car je peux maintenant rendre la connexion avec la meilleure communauté du monde un peu plus personnelle, et pas seulement basée sur du texte. Et je veux être l'une de ces chaînes qui, même avec 1 million d'abonnés, ne semblera jamais inaccessible. Et surtout pas comme quelqu'un qui se fiche de sa communauté. L'Estonie a commencé à construire des bunkers le long de sa frontière avec la Russie. Lors de la première phase, un total de 28 bunkers doivent être construits, dont, selon les Estoniens, 7 ont déjà été livrés dans la région de la commune de Setomaa. Ces mesures font partie du renforcement des infrastructures frontalières et de défense, destinées à protéger le pays contre une invasion. La construction de notre défense dans la Baltique progresse. Il faut donc aussi être conscient que les installations de défense actuellement prévues ne sont pas forcément destinées à arrêter un ennemi potentiel, mais simplement à le ralentir suffisamment jusqu'à ce que le reste de l'OTAN arrive en renfort. Le commandant ukrainien des drones, Yuri Boutousov, a décrit les détails de la contre-offensive à Kupiansk. Selon lui, des unités de la brigade Chatia ont franchi les zones de blocage russes, atteint la rivière Osguil et coupé les forces russes sur place. Cependant, la libération complète de la région se poursuit, car des unités russes lancent quotidiennement des contre-attaques et, selon les autorités ukrainiennes, utilisent délibérément les infrastructures civiles ainsi que les civils comme boucliers. Tout cela aurait eu lieu en partie ici en haut, ainsi que dans le reste de la ville. Nous avons maintenant entendu 2 termes qui sont souvent confondus. C'est pourquoi je voudrais les aborder à nouveau brièvement. Une contre-attaque est une opération offensive planifiée de plus grande envergure, visant à reprendre le terrain perdu ou à éliminer une percée ennemie. En revanche, une contre-poussée est locale et brève, visant surtout à perturber ou repousser l'adversaire avant qu'il ne s'enterre. C'est pour que tous aient la même information. Une contre-poussée est généralement aussi beaucoup plus petite qu'une contre-attaque et elle est le plus souvent exécutée immédiatement. Mais à Kupiansk, il n'y a plus eu de changement de front depuis hier. Certaines forces russes se trouvent encore dans le centre-ville. Et c'est ici qu'ils sont coincés. Surtout ici au niveau de l'hôpital. Hier, en parlant des gains territoriaux ukrainiens, quelqu'un a commenté sous la vidéo que d'autres chaînes annonçaient toujours la prise de Kupiansk par les Russes. C'est possible aussi. Peut-être qu'on ne devrait pas forcément se fier aux sources d'informations extrêmement pro-russes lorsqu'on fait son choix. Regardons les géolocalisations d'aujourd'hui, on le voit encore une fois ici en bas, à l'épingle bleue à l'entrée de la ville. C'est là que Zelensky a enregistré la vidéo hier. Et cela représente encore 1,7 km tracé à partir de la dernière position russe connue. Et on ne va tout de même pas sérieusement croire qu'il s'est approché à 1,7 km du front avec une équipe de médias pour ensuite tourner des vidéos sur une route d'accès ouverte. Avec le danger actuel de la drogue, vous connaissez déjà le risque dans cette guerre. Cela prouve qu'il n'y a quasiment plus de présence russe. De plus, les Russes ont publié aujourd'hui, également à l'épingle rouge, ici au nord, une vidéo dans laquelle ils appellent des soldats ukrainiens avec des drones. Comme chaîne de Kupiansk à la chaîne de Kupiansk, chaîne de Kupiansk, chaîne de Kupiansk, la 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 chaîne de Kupiansk, chaîne de Kupiansk, la chaîne de Kupiansk, chaîne de Kupiansk, la 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 chaîne de Kupiansk. Kenber s'efforce d'expliquer les événements avec ce qui est raconté. Dans ses descriptions, la situation est décrite comme difficile. Difficile est fréquemment employé par les Ukrainiens et Russes pour qualifier une situation en réalité très mauvaise. En même temps, on essaye de minimiser les succès ukrainiens. À cette occasion, on affirme entre autres que l'Ukraine aurait envoyé plusieurs milliers d'anciens détenus dans l'attaque. J'ai aussi lu quelque part qu'une contre-attaque ukrainienne réussie n'a été possible ici que parce que des milliers de soldats
de l'OTAN ont aidé et combattu ici. Bien sûr, tout cela est absurde, mais plus la nouvelle est farfelue, pire c'est. En même temps, ces contributions admettent implicitement que les annonces de succès russes précédentes étaient inexactes. Certains commentateurs notent que, malgré les déclarations officielles, Kupiansk n'a jamais été totalement contrôlé par la Russie. Même des sources russes confirment que l'état-major général et Poutine avaient reçu une image embellie ou erronée de la situation. On ne doit pas faire confiance à tous les journalistes. Il ne faut pas me faire confiance aveuglément, même si dans 99% des cas les rapports se sont passés ainsi, ou si j'ai bien prédit les événements. Les spectateurs assidus le savent. Rappelez-vous Bakhmout ou Diepker. Là, je pouvais vous dire exactement quel quartier serait attaqué ensuite et quelle unité serait visée, comment les Russes étaient allés les procéder. Et cela n'est pas venu de nulle part, mais justement de mon parcours professionnel. Ce n'est pas une garantie d'exactitude totale, mais une simple évaluation ou prévision. La plupart du temps, vous consultez plusieurs reporters, comparez leurs informations et vérifiez les anomalies. Si l'on considère des reporters comme Ukraine Bericht, très pro-ukrainien, ou Military Summary, totalement pro-russe. À l'époque de Krink, il affirmait que le village avait été conquis simplement parce que Poutine l'avait dit, et c'était sa seule preuve. Vous savez à quel point la situation est critique quand une seule opinion est reconnue comme correcte, alors qu'aucune ne fournit vraiment de preuves. Quel que soit le camp, on aura de sérieux problèmes dans plusieurs domaines, car on ne sera pas jugé crédible. Aujourd'hui, beaucoup privilégient les opinions aux faits. Mais concernant les faits, la deuxième armée la plus puissante perd encore, cette fois contre un escargot. L'année dernière, j'ai rapporté qu'un escargot qui serait parti s'endormir aurait déjà atteint la frontière polonaise s'il était parti au début de l'inversion totale. Aujourd'hui, une mise à jour est disponible, car elle serait désormais à Vienne. United 24 l'a aussi très bien montré. Cela va sans doute en irriter plusieurs, mais c'est ainsi. Je pense que cela vient peut-être du fait que beaucoup de gens en Allemagne voient encore simplement l'armée rouge dans l'armée russe actuelle. La plupart des combats ont actuellement lieu dans la ville, surtout au niveau de l'hôpital, comme je l'ai dit, qui semble toujours être sous contrôle russe. Petit rappel, c'est ici, dans cette zone. Regardons maintenant le prochain secteur du front, qui sera très intéressant aujourd'hui. Pour cela, nous allons descendre de quelques kilomètres vers le sud, mais toujours sur le front est, et plus précisément ici. Vous pouvez déjà deviner, à Pokrovsk, la zone au sud-ouest de Menerat. Donc tout ce qui est maintenant marqué en rouge ici, je l'ai représenté comme étant sous contrôle russe. Cela s'est maintenant confirmé, ici la zone jaune, les combats s'y poursuivent toujours. Je pense qu'il y a plus de présence russe qu'ukrainienne ici, mais la zone n'est pas totalement sous contrôle russe et ne peut donc pas encore être représentée ainsi. Voici un autre changement. Les Russes ont aussi progressé ici. Ici, à l'épingle verte, les Ukrainiens ont tenté de repousser les soldats russes par un tir d'artillerie. On ignore s'ils sont toujours là ou s'ils étaient rentrés les seuls. Par précaution, j'ai encore marqué ce petit tronçon ici en jaune. C'est exactement entre le nouveau tronçon russe, qui était considéré comme contrôlé par les Russes, et le lieu de l'attaque d'artillerie. Ici, il y a encore un petit canal qui passe. Je l'ai pris comme frontière pour ensuite marquer ce tronçon comme contrôlé par les Russes, si jamais c'est vraiment le cas. Dans la ville même, il n'y a pratiquement rien qui a changé. Les combats ont toujours lieu ici, surtout près de la gare. C'est ici, à cet endroit, qu'il y a eu très peu de signalements dans les 3 dernières zones jaunes du Nord. Le principal problème des Ukrainiens n'est pas de défendre la ville, mais de maintenir cette zone ouverte. C'est une zone libre d'environ 500 mètres qu'ils utilisent pour faire sortir et bien sûr aussi rentrer des soldats. Et c'est en fait ce qu'il faut absolument tenir, sinon toutes les unités dans la ville seront perdues. Et là, les Russes essaient bien sûr d'augmenter considérablement la pression. Dans la région de Penza, 23 wagons-citernes de pétrole et 2 locomotives ont déraillé à la gare de Chase, au même endroit. Cela a entraîné une contamination d'une surface d'environ 750 mètres carrés. Aucune information sur la cause de l'accident n'est disponible pour le moment. Ce ne peut pas être une coïncidence si 2 trains déraillent côte à côte dans la même zone. 3 autres wagons-citernes ont aussi déraillé près d'Orenbourg. Cela pourrait aussi être lié à la météo, car un carambolage de plus de 20 véhicules a eu lieu non loin de là. L'un de mes spectateurs travaille sûrement dans le secteur ferroviaire, il pourra sûrement me laisser un commentaire rapide. Est-il même possible qu'un déraillement se produise par un temps comme celui-ci, ou bien cela a-t-il été causé par des facteurs extérieurs? Nous savons bien. Les partisans, particulièrement dans ces régions, sont très actifs et circulent fréquemment sur le réseau ferroviaire. Merci spécial à l'équipe Algo Crew, notamment au lieutenant-colonel Renek, Robert et Ziller.
Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous, aimez, commentez et à la prochaine mise à jour.